bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, si vous êtes binational, si votre fils est né à Bruxelles et joue au football, si vous avez un passeport congolais et un autre dans un tiroir, une phrase prononcée vendredi à Kinshasa vous concerne directement. Et vous ne l'avez probablement pas entendue. Elle est venue du porte-parole du gouvernement. Elle porte sur la Constitution. Vous êtes des milliers à nous suivre depuis Charleroi, depuis Turin, et vous êtes souvent les premiers à nous écrire quand un mot sonne faux. Ce soir, ce mot existe, et nous allons le prendre au sérieux, parce que la nationalité congolaise n'est pas un détail technique dans une réforme. C'est ce qui décide qui appartient à cette nation et qui n'y appartient pas. Voici ce qui est en jeu. Depuis vendredi, le pays sait qu'un dialogue national aura lieu. Depuis vendredi, le pays ne sait toujours pas ce qu'on y discutera. Entre ces deux vides, un ministre a posé un contenu et un émissaire a traversé 4 capitales avec des messages que personne n'a lus. Micheline ouvre notre édition avec ce que le gouvernement a dit de la Constitution quand on l'a poussé à préciser. Elle enchaînera avec un homme qui, en 7 jours, a vu 4 chefs d'État. Ensuite, les sanctions des Nations Unies du 14 juillet et la réponse de ceux qu'elles visent. La marche de mercredi, maintenue. Et la Belgique qui parle encore de notre pays comme si elle avait un avis à donner. Une question pour commencer. Quand un gouvernement affirme n'avoir jamais discuté d'un sujet et explique dans la même phrase pourquoi il faudrait le discuter, laquelle des 2 affirmations faut-il croire? Micheline, à toi. Merci Nathalie. Bonsoir à toutes et à tous. Vendredi 17 juillet 2026, à Kinshasa, lors d'un briefing de presse, le ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, est interrogé sur le changement de la Constitution dans un contexte où le président vient d'annoncer un dialogue national. Sa réponse comporte 2 affirmations. La première, le gouvernement n'a jamais parlé de la question du changement de la Constitution. Elle n'a jamais figuré à l'ordre du jour du Conseil des ministres. La seconde, dans le même échange, le débat reste pertinent 20 ans après la promulgation de la Constitution, et cette question pourrait faire partie des sujets abordés lors du dialogue. Puis vient la précision qui n'a été relayée presque nulle part. Interrogé sur ce qu'il faudrait modifier, le porte-parole cite les dispositions relatives à l'exclusivité de la nationalité congolaise et il explique que cela faciliterait l'accès à la sélection nationale des léopards, dont une grande majorité des joueurs sont binationaux. Voilà le fait. Pour la première fois depuis l'ouverture de cette séquence, un membre du gouvernement donne un contenu matériel à la révision. Ce contenu n'est pas le mandat présidentiel. C'est l'article 10 de notre Constitution, celui qui pose que la nationalité congolaise est une et exclusive. Il faut comprendre pourquoi cette matière n'est pas une matière ordinaire. Le contentieux de la nationalité traverse l'histoire de ce pays depuis l'indépendance. Il a été rouvert, refermé, rouvert encore sous les régimes successifs. Et chaque fois qu'il l'a été, il a produit du conflit à l'Est, parce qu'il touche à la question de savoir qui est congolais sur des terres où cette question se règle depuis 30 ans, les armes à la main. Aucun responsable n'est ici désigné. C'est une continuité d'État, et elle pèse sur celui qui gouverne aujourd'hui comme elle a pesé sur ceux d'avant. C'est pourquoi l'exemple choisi mérite d'être regardé de près. Le porte-parole n'a pas illustré son propos par les Congolais de Charlevoix privés d'héritage, ni par les investisseurs de la diaspora qui ne peuvent acquérir un bien au pays, ni par les enfants nés à Bruxelles d'un parent congolais. Il l'a illustré par une sélection de football. Nous ne prêtons aucune intention au ministre. Il a dit ce qu'il a dit et nous le rapportons tel quel. Mais nos concitoyens ont le droit de mesurer l'écart entre l'objet cité et la portée de l'article visé. Le football se joue en 90 minutes. L'article 10 décide qui hérite, qui vote, qui possède, qui commande une armée. Sur les faits, le gouvernement dispose d'un argument solide et il faut le poser. La Constitution a bien été promulguée le 18 février 2006. 20 ans, cela autorise un examen et aucune démocratie n'interdit de réfléchir à sa loi fondamentale.
Le président lui-même l'a dit dans son adresse du 29 juin. Aucune question d'intérêt national ne doit être interdite de réflexion. Le problème n'est pas la réflexion. Le problème est le statut de la chose. Si la question n'a jamais été au Conseil des ministres, elle n'est portée par aucun acte de gouvernement, aucun avant-projet, aucune décision collégiale. Elle n'existe que dans la bouche de ceux qui en parlent. Et pourtant, elle entre dans le périmètre d'un dialogue national sans que personne ne puisse dire qu'il y a mise. Sur ce point précis, le gouvernement n'a pas répondu et notre rédaction n'a trouvé aucun document public établissant l'origine institutionnelle de cette inscription. Un second vide reste ouvert. La loi référendaire, dite loi Ngondankoy, a été déférée par le chef de l'État à la Cour constitutionnelle avant toute promulgation. Il l'a annoncé dans son adresse à la nation. Au 20 juillet, nous ne disposons d'aucune source primaire établissant que la Cour a rendu son arrêt sur ce texte. Des affirmations circulent dans les deux sens depuis le début du mois. Nous ne les reprenons pas. Nous constatons qu'un texte capable d'ouvrir un référendum sur des matières que l'article 220 déclare intangibles dort dans une juridiction dont le silence dure depuis 3 semaines, pendant qu'un dialogue s'organise sur le même objet. Pour la nation, la conséquence est simple à formuler. Si la Constitution entre dans le dialogue, alors le dialogue ne porte plus seulement sur la guerre. Il porte sur les règles du jeu. Et la coalition qui appelle à marcher mercredi a fondé son existence sur ce point unique. La Cour constitutionnelle a été saisie il y a 3 semaines. Le dialogue n'a pas encore d'ordonnance. Mercredi, la rue parlera. De ces 3 horloges, c'est celle qui s'arrêtera la première qui écrira la suite. L'article 10 pour un maillot. Retenons cette phrase, Micheline, parce qu'elle va voyager. Et pendant que Kinshasa mesure ses mots devant la presse, un homme, lui, ne parle à personne. Il voyage. Oui, Nathalie, il voyage. Et le mot est faible. Dimanche 19 juillet 2026, au State House de Dar es Salaam, le ministre congolais de l'intégration régionale, Floribert Anzuluni, est reçu par la présidente de la République unie de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan. Il lui remet un message spécial et confidentiel du président Félix Tshisekedi. Selon le communiqué de la cellule de communication du ministère, rien n'a filtré au terme de l'entretien. Plus tôt dans la journée, le même ministre s'était entretenu avec son homologue tanzanien des Affaires étrangères, Mahmoud Thabit Kombo, qui a félicité la RDC pour son accession à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027, en la qualifiant, je cite, de fierté pour toute l'Afrique et la sous-région. Maintenant, la chronologie complète, parce qu'elle est le fait et qu'aucun communiqué ne la donne d'un seul tenant. Lundi 13 juillet, ferme de Kizozi, à 150 km de Kampala, Anzuluni est reçu par le président ougandais Yoweri Museveni. Message de Tshisekedi. Mardi 14 juillet, à Pia, il est reçu par le président togolais Faure Gnassingbé. Message de Tshisekedi. Mercredi 15 juillet, à Gitega, il est reçu par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Message de Tshisekedi. Dimanche 19 juillet, Dar es Salaam, Samia Suluhu Hassan. Message de Tshisekedi. 4 chefs d'État en 7 jours. Notre rédaction l'a appelé le pigeon voyageur, et nous le redisons ce soir avec le respect qui est dû à un ministre en mission, mais sans rien retirer à l'ironie, parce que le rythme est celui-là. Un homme, 4 capitales, 4 plis scellés et pas une ligne de contenu. Ce vide est notre premier fait. Aucun des 4 messages n'a été rendu public, ni à Kampala, ni à Pia, ni à Gitega, ni à Dar es Salaam. Nous ne savons pas ce qu'ils disent. Nous ne le supposerons pas à la place de l'État. Mais nous pouvons dire ce que nous savons de la fenêtre dans laquelle ils ont été remis et laisser nos auditeurs faire le reste du chemin. Regardons donc les dates ensemble. Les 3 premières remises tombent les 13, 14 et 15 juillet. Le 15 juillet est précisément la date d'expiration du soi-disant ultimatum américain sur le retrait des troupes rwandaises, resté sans effet. L'annonce du dialogue national inclusif
tombe le 17. La quatrième remise, la Tanzanie, tombe le 19, soit 2 jours après cette annonce. 3 lectures sont possibles et nous les posons côte à côte, sans en retenir aucune. La première lecture. Ces messages informaient la sous-région d'une décision déjà prise. Et le dialogue annoncé le 17 était en préparation depuis au moins le 13. Dans cette hypothèse, la tournée est une notification, et l'annonce du cardinal Ambongo n'a fait qu'ouvrir publiquement une porte déjà déverrouillée. En deuxième lecture, ces messages ne portaient pas sur le dialogue, mais sur la sécurité, dans les jours exacts où l'ultimatum américain expirait sans résultat et où les combats s'intensifiaient au sud Kivu. Dans cette hypothèse, la coïncidence avec le 17 n'est qu'une coïncidence. Et la troisième lecture, les deux à la fois, parce qu'en diplomatie régionale, un message porte rarement un seul objet. Nous n'avons pas les éléments pour trancher, et nous ne trancherons pas. Ce que nous avons en revanche, c'est le profil des 4 destinataires, et il dit quelque chose. L'Ouganda est un partenaire opérationnel de nos forces armées dans l'Est, et c'est aussi le pays qui a hébergé Sultani Makenga après son passage de frontière. Le Burundi est engagé militairement à nos côtés et son président a mené les consultations de Bujumbura avec notre opposition. Le Togo n'a pas de frontière avec nous et la Tanzanie, c'est le cas le plus instructif. La Tanzanie n'a pas participé à la force de la communauté d'Afrique de l'Est déployée avant la SAMIDRC. Elle a d'abord soutenu la mission de la SADC, puis elle a glissé vers une position de neutralité. Elle a servi de couloir de retrait aux troupes sud-africaines en avril et mai 2025, qui sont sorties de Goma par le Rwanda avant de rejoindre le territoire tanzanien. Le matériel repartant par le port de Dar es Salaam. Et c'est ce même port dont dépend le Rwanda pour son approvisionnement. C'est vers le port de Tonga que l'Ouganda projette d'acheminer son brut du lac Albert. Autrement dit, Kinshasa n'a pas frappé à la porte d'un allié. Kinshasa a frappé à la porte d'un carrefour. La présidente tanzanienne préside par ailleurs l'organe de la SADC sur la coopération en matière de politique, de défense et de sécurité. Et la RDC et la Tanzanie partagent l'une des plus longues frontières lacustres du continent, en plus d'appartenir toutes deux à la communauté des États d'Afrique de l'Est, dont le dernier sommet s'est tenu à Arusha en mars. Pour nos concitoyens, la question utile n'est pas de savoir ce que contiennent ces plis. Elle est de savoir ce que produit une diplomatie qui multiplie les messagers. Depuis le début du mois, l'ambassadeur itinérant Antoine Gonda a porté un message à Luanda. Le chef de l'État s'est rendu lui-même à Brazzaville et Anzuluni a couvert 4 pays. Cette activité a un coût, elle a une valeur et à ce jour, elle n'a produit publiquement aucun retrait, aucun cessez-le-feu tenu, aucun engagement écrit. Luanda, Doha, Washington, Montreux, les capitales défilent et la ligne de front, elle, ne recule pas. Il reste que la Tanzanie tient un port, une frontière et une présidence d'organes de sécurité. Que la FDC tient le marteau du Conseil de sécurité jusqu'à la fin du mois. Et qu'entre ces deux nains, il y a un message que personne n'a lu. Merci, Micheline. 4 chefs d'État, 7 jours, 0 ligne publiée. Le contenu, nos auditeurs ne l'auront pas ce soir, et c'est précisément l'information. En attendant, ceux dont il est question dans ces messages viennent, eux, de recevoir un document parfaitement public. Ce document, lui, n'a rien de confidentiel, et il porte des noms. Le 14 juillet 2026, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, établi en vertu de la résolution 553 de 2004, a approuvé l'ajout de 6 individus et 2 entités à sa liste concernant la République démocratique du Congo. Le communiqué a été publié le 16 juillet. Les mesures sont un gel des avoirs, une interdiction de voyager et un embargo sur les armes, adopté sur le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Parmi les 6 individus, nous avons Corneille Nangaa, désigné comme chef de l'Alliance Fleuve Congo, dimanche 19 juillet. Le coordonnateur adjoint de l'AFC, Bertrand Bizimois, a réagi. Il affirme que les Nations Unies se sont visiblement égarées, que leur choix est fondé sur les émotions
plutôt que sur une gestion responsable et qualifie la décision, je cite, de recul dangereux pour un processus de paix. Son grief central est que les sanctions n'ont pas ciblé les forces armées de la RDC, ce qui les rendrait injustes. Ce grief se heurte au document lui-même. La liste du 14 juillet ne vise pas une seule composante du conflit. Sur 6 individus, 2 sont des commandants FDLR et 1 est un chef ADF. Le comité a inscrit le même jour les responsables de mouvements qui se combattent entre eux sur le terrain. La lecture d'un ciblage à sens unique ne résiste pas à la lecture de la liste. Et nos auditeurs peuvent en juger sur les noms que nous venons de citer. Il faut y ajouter un élément que l'AFC ne mentionne pas et qui la concerne directement. Depuis vendredi, notre rédaction relève que les FDLR sont invoqués par Kigali comme justification sécuritaire et se retrouvent désormais sur la même liste que ceux qui prétendent les combattre. Le motif du conflit et ses acteurs armés sont sanctionnés ensemble, par le même comité, le même jour. Sur un point, cependant, la déclaration de Bissimois soulève une question réelle, et l'écarter serait malhonnête. Une pression de sanctions appliquée pendant une négociation en cours peut durcir les positions autour de la table. Nous vous avions expliqué cet état de fait dans une de nos éditions de la semaine passée, celle du samedi 18. C'est un argument classique en médiation. Il est débattu par les praticiens. Et il ne devient faux ni parce qu'il arrange celui qui l'emploie, ni parce qu'il vient d'un mouvement sanctionné. Ce que nous constatons, c'est qu'il est formulé par une partie qui a un intérêt direct à l'allègement des mesures qui la visent, et que le processus dont elle dit craindre l'enlisement n'a produit à ce jour aucun retrait de zone occupée. Et il y a l'acquis, qui n'est ni une politesse ni une concession. Pour la première fois dans cette séquence, un organe du Conseil de sécurité inscrit simultanément le bras politique de la rébellion, son chef nommément, son responsable du renseignement, un groupe des hauts plateaux, 2 commandants FDLR et un chef ADF, sous chapitre 7, avec gel des avoirs et interdiction de voyager. Ce que Kinshasa demandait depuis des mois dans les enceintes internationales, un régime de sanctions qui nomme les personnes et pas seulement les faits, existe désormais sur le papier, daté du 14 juillet 2026. Mais retenez que une liste onusienne gèle des comptes en banque. Elle ne gèle pas une ligne de front. Entre les deux, il y a exactement la distance qui sépare un communiqué de New York d'un village du Sud Kivu. Ce que New York écrit, Kinshasa devra le tenir dans la rue. Et c'est mercredi, dans 2 jours, samedi 18 juillet 2026, la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo ont entamé une série de consultations avec les acteurs politiques. Première étape, les responsables de la coalition d'opposition, article 64. Le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga, rapporte que les opposants ont posé 2 questions, celle de l'inclusivité, pour comprendre dans quels termes le dialogue se déroulera, et celle du sort réservé à la Constitution. La décision de report ou d'annulation de la manifestation pouvait être annoncée ce lundi 20 juillet, à l'issue d'une réunion des dirigeants de l'opposition. À l'heure où nous parlons, la position publique des cadres de la coalition est le maintien. Prince Epenge, président du parti ADD Congo et porte-parole de la coalition Lamuka, membre cofondateur de l'article 64, déclare que la marche est bel et bien maintenue, qu'elle a été convoquée dans tous les pays et que la demande de report formulée par le cardinal Ambongo est un geste d'apaisement qui, selon lui, doit être demandé de part et d'autre. Mike Mukebai, cadre d'ensemble, appelle à maintenir la pression avant et après le 22 juillet. Hervé Diakese, porte-parole du parti de Moïse Katumbi, en exil, lie la mobilisation à la défense de la loi fondamentale. Théophile Mbemba, cadre du mouvement Sauvons la RDC, pose 5 préalables par ordonnance. Libération des prisonniers politiques, levée de l'interdiction des manifestations, retour des exilés politiques et arrêt des poursuites à caractère politique, restitution des passeports confisqués, engagement à respecter la Constitution en vigueur et la limitation des mandats. Ces positions sont des revendications de camp. En face,
Un fait neuf est tombé ce dimanche 19 juillet. S'exprimant devant les militants au siège de son parti, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouyan, a demandé au vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, de doter la police nationale congolaise de drones pour filmer la marche et suivre son déroulement. Il propose également que la police mette 4 jeeps à la disposition de la presse pour assurer la couverture médiatique. Son argument, je cite, « Ainsi, à la fin, les opposants ne pourront pas accuser faussement le pouvoir en cas de bavure. » Le même jour, il a interdit aux militants de son parti de participer à la marche annoncée par le secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata, également prévue le 22 juillet, en expliquant qu'il ne faut pas donner à l'opposition l'occasion de se victimiser. Il annonce enfin que l'UDPS organisera prochainement sa propre grande marche à Kinshasa. 2 choses méritent d'être posées ici. La première est que la proposition de filmer par drone est présentée par son auteur comme une garantie pour tout le monde, y compris pour les manifestants, puisqu'une image établit les responsabilités dans les 2 sens. C'est vrai, et un pays qui documente ses maintiens de l'ordre se protège lui-même. La seconde est qu'une surveillance aérienne d'une manifestation politique produit aussi des images de citoyens exerçant une liberté publique, et que la question de savoir qui conserve ces images, combien de temps et pour quel usage n'a été posée par personne. Le vice-premier ministre de l'Intérieur n'a pas répondu publiquement à cette proposition à ce jour. Le pouvoir dit vouloir des images pour qu'on ne l'accuse pas à tort. L'opposition dit marcher pour qu'on ne la trompe pas encore. Mercredi, ces 2 phrases se croiseront sur le même boulevard, et l'une des 2 sortira abîmée. Et il y a une chose que ce boulevard mercredi ne dira pas, et qu'il faut pourtant dire ce soir. Pendant que les Congolais discutent de leur constitution, d'autres, ailleurs, continuent de commenter notre trajectoire comme s'ils y avaient un droit acquis. L'ancien ministre belge André Flau est intervenu ce mois-ci dans l'émission du journaliste Pero Louara. Il y estime que les nombreux déplacements internationaux du chef de l'État congolais, autrefois critiqués, ont finalement valu à la RDC une reconnaissance diplomatique accrue. Il cite la gratuité de l'enseignement primaire, des infrastructures, des projets d'aéroports, et il regrette que ces avancées soient rarement mises en avant dans le débat public. Il appelle les opposants congolais à reconnaître les réalisations du pouvoir en place. Son intervention a été relayée au pays, notamment le 13 juillet par l'abbé Blaise Kanda, qui y a ajouté une formule devenue virale, en lingala, invitant les Congolais à accepter le jugement, même quand il vient d'un blanc. Arrêtons-nous sur ce dernier point, parce qu'il est le cœur du sujet, et qu'il vient de chez nous, pas de Bruxelles. Il a fallu qu'un ancien ministre belge dise du bien du Congo pour qu'une partie de nos élites se sente enfin autorisée à en dire du bien elle-même. C'est cela, la dépendance, et elle n'est pas économique, elle est mentale. Un peuple qui attend qu'un étranger valide son bilan a déjà cédé quelque chose de plus lourd qu'un contrat minier. Il a cédé le droit de se juger lui-même. Car regardons ce qui est cité. La gratuité de l'enseignement primaire est un acquis réel, décidé par un pouvoir congolais, et il ne s'agit pas de le nier. Mais son financement, la qualité des apprentissages, les conditions de travail des enseignants et l'état des bâtiments demeurent des chantiers ouverts, au point que la déclaration de Kinshasa, adoptée fin avril 2026, à l'issue du segment politique de haut niveau sur le financement de l'éducation, a précisément engagé le gouvernement et ses partenaires à mobiliser un financement plus transparent pour consolider cette gratuité. Quant aux infrastructures, les comparer aux besoins d'un territoire de 2 300 000 km² ne permet de parler ni de décollage ni de rattrapage. Et la stabilité monétaire vantée se lit autrement dans les foyers, où le pouvoir d'achat s'effrite, et dans les caisses de l'État, dont les recettes indexées en dollars s'amenuisent. Il ne s'agit pas de dire que ces avancées n'existent pas. Il s'agit de dire que ce n'est pas à Bruxelles de nous dire si elles suffisent. Maintenant, la ligne longue, parce qu'elle éclaire ce que cette bienveillance a d'ancien. De l'État indépendant du Congo au Congo belge, de l'indépendance au Zaïre, du Zaïre à la République démocratique du Congo,
la Belgique a très régulièrement privilégié le dialogue avec le pouvoir établi plutôt qu'avec ceux qui le contestaient ou en subissaient les effets. Durant les 18 années de pouvoir de Joseph Kabila, malgré des crises diplomatiques répétées, elle n'a jamais rompu. L'alternance de 2019, elle l'a saluée comme un compromis à l'africaine. Le sens de cette constance n'est pas mystérieux. Ce qui est recherché n'est pas la performance de l'État congolais, c'est la prévisibilité de l'État congolais. Un pays prévisible se négocie. Un pays souverain se discute d'égal à égal. Et cela coûte plus cher. Et cette histoire n'est pas refermée. Elle est judiciairement vivante. La commission d'enquête parlementaire belge a conclu en novembre 2001 que certains membres du gouvernement belge et d'autres acteurs belges portaient une responsabilité morale dans les circonstances qui ont conduit à la mort de Patrice Emery Lumumba. Le 5 février 2002, le ministre des Affaires étrangères, Louis Michel, est allé plus loin devant la Chambre, reconnaissant au nom du gouvernement une part irréfutable de responsabilité de certains acteurs belges et présentant des excuses à la famille de Lumumba et au peuple congolais. 24 ans plus tard, le 17 mars 2026, une juridiction belge a ordonné le renvoi devant la justice de l'ancien diplomate Étienne Davignon, dernier suspect encore en vie dans ce dossier. Il a fait appel de cette décision. Notons aussi, parce que c'est un fait vérifiable, que la majorité des auditions de la commission de 2001 se sont tenues à huis clos et que ces comptes rendus n'ont jamais été rendus publics. Un pays qui reconnaît une responsabilité morale, mais garde 200 cartons sous scellés, n'a pas soldé son passé. Il l'a vengé. Voilà pourquoi le journal pose ce soir une exigence. Et elle ne s'adresse pas à Bruxelles. Elle s'adresse à nos propres responsables. Nos concitoyens ont vu, ces 20 dernières années, ce que produisent les circuits de décision qui passent par des capitales étrangères. Ils ont vu des accords signés loin d'ici sur nos minerais. Ils ont vu des processus de paix hébergés partout, sauf chez nous. Ils ont vu la guerre à l'Est durer pendant que les mêmes chancelleries qui la déplorent en public entretiennent des relations qu'aucun Congolais n'a jamais pu auditer. Nous ne prêtons à personne une intention que nous ne pouvons pas prouver, et nous ne fabriquerons pas un fait pour appuyer une conviction. Mais nous disons ceci qui est établi. Aucun État étranger, jamais, dans aucune région du monde, n'a agi hors de son propre intérêt. C'est la définition même d'un État. Attendre autre chose n'est pas de la diplomatie, c'est de la naïveté, et cette naïveté se paie en territoire. L'indépendance politique de 1960 a été acquise. L'indépendance de la décision, elle, ne l'est pas encore. Elle s'acquiert quand un ministre cesse de chercher une bénédiction avant d'agir, quand un dossier stratégique est conçu, financé, hébergé et arbitré sur le sol national, quand nos élites cessent de traiter l'approbation venue d'ailleurs comme une note obtenue à un examen. La FDC n'a pas à demander la permission d'exister selon ses propres choix. Alors à ceux qui nous gouvernent et à ceux qui aspirent à le faire, l'exigence est la même. Cessez de prendre le chemin des capitales pour valider ce qui se décide ici. Ce que la nation attend de vous ne se trouve dans aucun salon étranger. Cela se trouve dans une frontière tenue, une école financée, un contrat renégocié en notre faveur et une décision assumée sans regarder par-dessus l'épaule. C'est sur cette exigence que nous refermons ce journal. Voilà notre édition de ce lundi 20 juillet. Retenez d'abord ceci, parce que c'est le fait le plus neuf de la journée. Vendredi 17 juillet, à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a déclaré que la question du changement de la Constitution n'avait jamais figuré à l'ordre du jour du Conseil des ministres, tout en jugeant le débat pertinent 20 ans après 2006, et en citant l'exclusivité de la nationalité congolaise et l'accès des binationaux à la sélection des léopards comme illustration de ce qu'il faudrait ajuster. Retenez ensuite le déplacement de Floribert Vanzuluni. 4 chefs d'État en 7 jours, Museveni le 13, Gnassingbé le 14, Ndayishimiye le 15, Samia Suluhu Hassan le 19, à Dar es Salaam.
4 messages du chef de l'État dont pas une ligne n'a été publiée. Alors, laissez-moi vous laisser sur ceci. Un pays ne perd pas sa souveraineté le jour où une armée franchit sa frontière. Il la perd bien avant, le jour où il prend l'attitude de demander à d'autres si ce qu'il fait est bien. La frontière n'est que la dernière chose qu'on perd. La première, c'est le regard qu'on porte sur soi. Et celle-là, aucune médiation étrangère ne la restituera jamais. Ce dossier ne se refermera pas demain. Et nous ne le lâcherons pas. Nous serons là à chaque étape, aussi longtemps qu'il le faudra, pour vous dire ce qui avance et ce qui n'avance pas. Que la paix habite nos foyers. Que Dieu garde notre pays et chacun d'entre vous. C'était Nathalie pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.